Bonjour, merci beaucoup à Laurence de Villers pour finalement cette merveilleuse introduction à ce dont on va parler. Elle dit la machine gagne au jeu de Go. Elle gagne parce qu'elle connaît toutes les combinaisons. La question, la question c'est qu'elle ne sait pas qu'elle joue au jeu de Go, mais jusqu'à quand? Voilà, donc c'est assez vertigineux et ça pose évidemment des questions assez philosophiques. Alors, comment trouver sa place quand tous les repères changent? Où atterrir, pour reprendre la formule de Bruno Latour, entre mondialisation, mutation écologique, explosion des inégalités? Comment trouver sa place quand l'ancien nouveau tarde à accueillir le nouveau? Ou quand le nouveau surgit et nous déplace? Comment oser les pas de côté quand on n'arrive pas à débrancher notre GPS existentiel? Apprendre à se perdre, pratiquer la résurrection, l'émerveillement, car trouver sa place, n'est-ce pas finalement se porter toujours au devant de soi? Réponse avec nos trois invités, trois philosophes, Karine Safa, Flora Fischer et Zona Zarik, que je remercie infiniment de se prêter au jeu de cette petite digression philosophique. Alors, nous allons démarrer avec Karine Safa. On peut chercher sa place en s'inspirant du passé, dites-vous, c'est ce que vous nous invitez à faire avec la période très riche et agitée de la Renaissance. Vous dites qu'on peut y trouver des repères forts pour aujourd'hui. Lesquels? Alors tout d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que la Renaissance représente beaucoup de similitudes avec notre époque, et c'est peut-être ça qui la rend si attachante et si intéressante pour nous aujourd'hui. La Renaissance est une période de crise, c'est un monde ancien qui bascule. Toutes les anciennes structures politiques, sociales, religieuses, intellectuelles s'effondrent. Donc voilà, c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Et si on voulait noircir un petit peu plus le tableau, on pourrait rappeler que plus du tiers de la population européenne avait été décimée par la peste noire à la veille de la Renaissance. Donc c'est dire que l'environnement était profondément perturbé. Donc il faut imaginer l'homme de ce temps-là dans le grand désordre du monde, dans une sorte de chaos existentiel. Et je pense... Oui. Je pense qu'il y a un acte de volonté fondateur. L'acte, non plus de subir le monde, ce qui était un petit peu le cas de l'homme du Moyen-Âge, qui était voué à la contemplation, mais la volonté d'agir sur ce monde, de le façonner, de créer des formes d'une beauté infinie dans ce chaos environnant. Et donc l'homme va se réinventer en libérant ses forces créatrices. Donc il faut voir les luttes d'un Michel-Ange, par exemple, avec la matière, comme une lutte pour la vie, une lutte pour la survie. Donc il y a une force de créativité, d'innovation sans précédent, qui nous interpelle à travers les âges, et aussi un autre élément essentiel qui vient contrebalancer cette tentation de toute puissance de cet homme créateur, de cet homme agissant de la Renaissance, et c'est l'humanisme. L'humanisme qui est lié à une confiance fondamentale en l'homme et dans le monde. Cet humanisme qui est porteur d'un esprit d'ouverture exceptionnel, un esprit d'exploration, un esprit de conquête, qui a été une très grande respiration en l'histoire européenne, ce vent qui se lève. Justement, on avait une foi absolue dans le progrès, comme vous dites, parce que ça reposait sur un triptyque très solide, qui était la science, la technique et la raison. Alors la science et la technique, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi éblouissantes. Mais pourtant, notre époque postmoderne a la gueule de bois. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? C'est la raison. Ouais. Alors c'est vrai que les hommes de la Renaissance avaient la foi. Ils croyaient dans le progrès, ils croyaient en l'homme et dans sa capacité à transformer le monde pour le meilleur. Et aujourd'hui, oui, nous ne croyons plus au progrès. Bon, sans doute parce que nous avons fait l'expérience de la barbarie qui a surgi au cœur même de nos civilisations. Mais est-ce une raison pour ne plus croire au progrès, pour ne plus croire en l'homme et en l'aventure humaine? Est-ce que nous allons céder toute la place à la peur? Et les dystopies qui prolifèrent en ce moment contribuent à alimenter ce climat de peur, à installer le règne du soupçon, l'idée que finalement nos technologies seront l'instrument de notre propre perte. Donc est-ce que nous allons céder la place à la peur? Au contraire, se dire que l'avenir nous appartient et que les technologies, de nouvelles technologies seront finalement ce que nous voulons en faire. Donc je pense que dans le sillage des hommes de la Renaissance, c'est très important de continuer à croire au progrès. C'est une forme de résistance dont nous avons besoin. Et il va d'ailleurs de la responsabilité du philosophe de réfléchir à l'inflation du terme d'innovation, sur ce qu'elle recouvre. Pourquoi l'innovation a-t-elle remplacé le terme de progrès? Est-ce que c'est une forme d'esquive? Est-ce que, plus grave encore, est-ce que c'est une forme de démission, de servitude volontaire? Donc il faudrait remettre le progrès au cœur de nos innovations.
Est-ce que nos innovations sont porteuses de progrès? Et qu'est-ce que le progrès d'ailleurs? Je ne pense pas qu'on puisse apporter une réponse satisfaisante à ce genre de questions en faisant l'économie de l'homme, de l'humain. Ce que semblent vouloir faire les transhumanistes, par exemple, avec leur quête d'immortalité. Alors, juste une dernière chose pour terminer. Par rapport aux transhumanistes, ne nous l'auront pas. Ça fait partie de la nature de l'homme de vouloir inscrire sa vie dans une forme d'éternité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est plutôt la sacralisation de la technologie au détriment de l'homme. Alors vous me disiez très justement, est-ce qu'on n'aurait pas perdu la raison en chemin? Je ne sais pas si on l'a perdue, mais en tout cas, il y a ce risque toujours latent de simplifier la raison, de la mécaniser, d'en faire une machine qui perdrait son autonomie. Et donc, en tout cas, on constate ici que cette raison, on la cherche. Donc, restons positifs. Et il y a un mot, je ne sais plus qui est de dire c'est pas la question de devenir transhumain, mais très humain. Et voilà. Il y a quand même un changement important, c'est qu'on est passé de la manufacture, donc l'intelligence de la main, à la cerveau-facture. Qu'est-ce que les contemporains de la Renaissance auraient dit de cette disparition du faire, F-A-I-R-E, avec les mains, j'entends. Pas... Cette disparition du faire, donc le fait de vivre dans ce monde plutôt dématérialisé. De cette dématérialisation en fait. de... Ouais. Voilà. C'est une question difficile, mais c'est intéressant de se la poser. Je pense que les Renaissances auraient trouvé notre monde dématérialisé assez terrifiant. Parce qu'à la Renaissance, il y a une forme de consistance du monde, de densité, tout est lié. Il y a une grande chaîne des êtres qui va du ciel à la terre et qui se développe de manière ininterrompue. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la Renaissance, l'esprit se développe dans la matérialité même de ce monde. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'un monde dématérialisé, pour eux, aurait été un monde sans point d'appui, un monde qui irait à la dérive si on ne se ressaisissait pas très vite pour créer du lien d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est intéressant de rappeler que le dernier livre du grand philosophe italien du XVIe siècle, Giordano Bruno, s'intitule « Du lien ». Et donc, il faut être vigilant et veiller à ce que notre univers numérique ne nous délie pas trop. Cela dit, c'est intéressant, vous parliez de la main, de l'intelligence de la main. Il y a des choses tout à fait étonnantes chez Giordano Bruno sur la main, qui est pour lui ce qui fonde l'homme. Ce qui fonde l'homme, ce n'est pas le cerveau, c'est la main. Et la main n'est pas un instrument au service de l'intelligence, elle est l'agent qui rend intelligent. Et donc, si nous perdons de plus en plus l'usage de la main, c'est embêtant. De son point de vue, il y a un virage anthropologique qui serait pris. Alors vous dites que le défi, c'est de se réapproprier l'utopie, le courage d'oser. Alors nous serions donc en panne du désir, du vouloir, dont parlait Vincent Cespedes, je crois, dans un des derniers forums ici. Est-ce que la Renaissance avait vraiment plus d'audace qu'aujourd'hui ? Ils avaient l'audace parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient en leur bonne étoile. Et puis la Renaissance, c'est l'âge d'or des utopies. Ce n'est pas par hasard. L'utopie nous dit quelque chose des hommes de ce temps-là. Il y a cette volonté d'aller au-delà de soi-même, de forcer le destin, de repousser les limites du monde connu et de se projeter aussi dans un ailleurs qui n'existe pas encore pour le faire advenir. L'utopie, c'est ce qui porte nos espoirs. Et c'est pour cette raison que c'est très important que nous ne voyons pas nous-mêmes dans l'utopie une norme ou un programme. L'utopie, c'est une école de la nouveauté, de la découverte, de l'expérimentation. Michel-Ange était un débutant lors de la Chapelle Sixtine, vous disiez, et il y avait une forme d'audace incroyable à l'époque. Oui, tout à fait. Ils avaient cette capacité que nous avons tendance à perdre de vue aujourd'hui, à miser sur le potentiel plutôt que sur les qualifications. Michel-Ange, tout à fait, qui avait été recruté alors qu'il était un illustre inconnu, ou encore Brunelleschi, qui avait remporté le fameux concours pour la construction du dôme, alors qu'il était orfèvre de métier et non pas architecte comme ses compétiteurs. Mais pour revenir sur l'utopie, j'aimerais justement dire qu'un Thomas More, par exemple, toute son audace, c'est de nous avoir montré, à partir de l'Angleterre profondément inégalitaire qui est la sienne, une société plus juste, plus solidaire, où l'homme vit en harmonie avec son milieu, où il ne se laisse pas écraser par son travail. C'est Thomas More qui a imaginé la journée de 6 heures de travail pour que les utopiens aient le temps d'éduquer leur esprit, de cultiver leur esprit critique, qu'ils aient le temps aussi de développer l'amitié.
l'amitié est très importante chez Thomas More. Elle joue un rôle politique. Il n'ira pas jusqu'à en faire une loi, une obligation comme chez Saint-Just, mais elle est ce qui rassemble. Et je trouve que c'est beau d'imaginer un monde fondé sur l'amitié. Passer de la société du bien à la société du lien. La formule n'est pas de moi, mais elle est très belle. Alors Flora Fischer, trouver sa place, c'est aussi comprendre dans quel jeu on joue. Les technologies orientent de plus en plus nos choix au motif de les faciliter, ce que Laurence de Villers nous a bien montré tout à l'heure. Et ce GPS existentiel n'est pas sans danger. C'est ce que vous étudiez dans le cadre de l'éthique by design, l'éthique des machines, l'éthique des algorithmes. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que l'éthique by design et à quoi l'appliquez-vous ? Oui, alors je vais prendre ma question un peu à l'envers en reprenant effectivement ce que vous dites sur les algorithmes et dont on entend beaucoup parler. C'est ce que les sociologues et philosophes appellent la gouvernementalité algorithmique et qui symbolise le fait qui signifie que les algorithmes orientent réellement nos comportements, influencent de manière significative notre manière d'utiliser Internet, de naviguer sur Internet. Et donc on est en plein aujourd'hui dans une prise de conscience de ce qu'on appelle le design de l'attention, qui rentre dans un mouvement plus général de l'économie de l'attention, qu'on connaît bien. Mais là, c'est avec les outils numériques qui veut dire comment concevoir un service numérique de telle manière à ce qu'il capte le plus possible et le plus longtemps possible notre attention pour qu'on consomme un maximum le service en question. De nombreux GAFA, de nombreuses plateformes utilisent ce design de l'attention. Facebook, par exemple, typiquement, quand vous déroulez votre fil d'actualité, les vidéos s'enclenchent automatiquement, donc ça vous retient davantage sur la plateforme. Messenger, vous voyez les 3 petits pointillés qui sautillent quand votre correspondant vous répond, ça vous garde en alerte sur la conversation, ça vous prend du temps. Et donc c'est Tristan Harris, vous avez certainement entendu parler, qui a alerté le grand public sur ce phénomène du design de l'attention, qui travaillait chez Google, dans un laboratoire aussi à Stanford qui s'appelle le laboratoire de technologie persuasive, qui porte bien son nom. Et donc voilà, où il disait, on nous enseigne des pratiques de magicien, on nous enseigne des pratiques de design qui, du coup, nous permettent de faire ce qu'on veut de l'attention des gens. Donc voilà, donc c'était une alerte. Et effectivement, capter l'attention des gens, c'est une technique marketing très, très bien connue dans les supermarchés. Je veux dire, on connaît tout ça, mais avec les outils numériques, c'est beaucoup moins visible. Voilà, c'est beaucoup plus pernicieux. Je rappelle que Facebook a fait 5 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre de l'année, donc ça donne quelque chose effectivement de l'appétence et de l'addiction des gens aussi pour les réseaux sociaux. Ouais. Alors, petite digression, mais puisqu'on parle d'éthique, la directrice scientifique du site eBay a récemment déclaré dans un événement mondial, elle a dit « Ne pas partager ses données de santé, c'est causer par inadvertance la mort de quelqu'un ». Idem pour les données liées au terrorisme. Qu'est-ce que vous évoquent ces propos ? Déjà, sur la forme, pour moi, ça m'évoque des discours qui sont souvent sur le même système comment dire, c'est un sophisme en fait, c'est une forme de sophisme. En philosophie, un sophisme, c'est un raisonnement qui a une logique fallacieuse. Et là, le problème dans cette phrase, c'est qu'elle utilise ce qu'on appelle un argument par les conséquences, c'est-à-dire qu'elle se sert d'une conséquence dramatique, tragique, qui en plus fait appel à l'émotion, qui sert de preuve directe à la prémisse, au postulat. C'est exactement sur ça qu'est construit le Social Credit System en Chine, sur cette injonction à être meilleur et donc la surveillance. C'est une moralisation aussi, une forme de culpabilisation qui permet d'adhérer directement à la prémisse et qui est très courant chez les GAFA, qui passe pour les bienfaiteurs de l'humanité, alors qu'on sait notamment que le domaine de la santé, c'est un marché à conquérir pour eux surtout. Donc moi je dirais, venant de la bouche de la directrice scientifique d'eBay, je dirais, moi le problème c'est plutôt la confiance, la transparence, le droit au secret médical. Qu'advient-il si ce sont les GAFA qui prennent en charge une part du marché, de la santé et des données médicales ? Alors le problème, c'est que l'innovation a toujours 3 coups d'avance. 3 coups d'avance sur la société. Qui code le code était venu nous dire ici l'avocat Ben Soussan, spécialiste du droit et du numérique. Qui code le code entre le code civil et le code informatique ? Yves Gégaud, dans un tout autre registre, le politique, vient d'annoncer qu'il quitte la vie politique, il quitte la place, parce qu'il dit « le monde évolue plus vite que les institutions ». Est-ce que les mécanismes de régulation aujourd'hui, de décision politique, sont encore adaptés au tempo du numérique ? Non, ils l'ont jamais été. En fait, c'est normal, c'est naturel. En fait, ce
ce que vous évoquez, ce paradoxe, il a été formulé par David Collingridge, qui est un philosophe anglais, et qui s'appelle donc le dilemme de Collingridge, et qui dit, en gros, on ne peut pas connaître les impacts d'une technologie tant qu'elle n'a pas été largement diffusée, massivement utilisée. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle est largement utilisée, massivement utilisée, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Il est trop tard pour changer les choses. Et donc effectivement, c'est normal finalement qu'on puisse observer les effets sociaux d'une technologie que lorsqu'elle est diffusée massivement. Néanmoins, donc voilà, c'est naturel que la régulation, qui comprend des institutions qui sont assez lourdes, assez technocratiques, mette du temps à s'adapter. En général, c'est une dizaine d'années. On dit une dizaine d'années pour qu'une technologie qui est largement diffusée fasse ses effets sociaux. Donc on voit par exemple Facebook est né en 2004 et 14 ans plus tard on a la réglementation européenne donc, qui adapte une directive assez ancienne, donc 14 ans plus tard. Donc là, c'est le temps qu'il faut à la régulation pour prendre en compte ce qui se passe. Mais néanmoins on peut dire que ce qui peut nous permettre de modérer un peu ce discours, c'est que l'éthique justement doit permettre cette réflexion en continu, doit permettre, donc l'éthique by design notamment, je n'ai pas vraiment eu le temps de donner une définition en 2 mots, mais le fait d'accompagner justement la pensée de la conception technologique, de la conception des innovations, doit permettre d'anticiper un maximum les conséquences de cette technologie et doit permettre d'accompagner, et ça peut préparer éventuellement le terrain à la régulation, comme ça a été le cas avec le concept de privacy by design qui a été formulé dans les années 90 par Anne Cavoukian et qui signifiait le fait qu'il fallait effectivement, dès la conception des outils, prendre en compte techniquement la protection des données personnelles, qu'elles ne puissent pas s'échapper. C'est vraiment une mesure technique. Et aujourd'hui, elle est dans la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, donc 20 ans plus tard. Et la question du modèle économique aussi, Jérôme Lanier disait dans un très bel article récemment que finalement Facebook devrait être payant si on voulait vraiment que ce soit un réseau social, une infrastructure sociale globale qui permette les échanges, l'altérité, etc., la coéducation, enfin tous les belles choses qu'on entend ici, il fallait sortir du système publicitaire qui évidemment là a un impact puisqu'on rentre dans la manipulation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Finalement, Facebook est un oxymore d'une certaine manière. C'est permettre à tout le monde de partager, mais en même temps, dans un modèle qui est un modèle qui est celui de la publicité et qui forcément manipule les gens. Voilà, du modèle gratuit dont on est habitué, on a du mal à imaginer payer un service qu'on a toujours... C'est ce que fait Netflix. Netflix y arrive, donc après tout, si on veut un bon réseau social, pourquoi... mais Netflix part de zéro, voilà. Mais justement, c'est un nouveau modèle. Ouais. Alors, le solutionnisme technologique, pour prendre des mots un peu entend apporter une réponse immédiate à tous nos besoins. Ça renforce l'individualisme, ça renforce le présentisme, une forme de présentisme égoïste. Et puis, on l'a dit ce matin, un manque aussi souvent de recul, de discernement. Et le paradoxe, c'est que jamais nos actes n'ont été aussi déterminants pour le futur. Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser une éthique du futur autour du bien commun, de la responsabilité, etc., et qui prendrait en compte le droit des générations futures à avoir leur place dans le monde qui vient? Oui, alors là, ce concept de l'éthique du futur a été formulé par Hans Jonas dans le principe responsabilité, à pas confondre avec le principe de précaution, mais où en gros il disait qu'il fallait, dans les décisions qui accompagnent les innovations technologiques et scientifiques, anticiper au maximum, prendre en compte plutôt l'imprévisibilité des conséquences que vont avoir ces innovations. Et Hannah Arendt disait quelque chose dans la même lignée, qu'on crée sans arrêt des incertitudes avec les innovations. On n'arrête pas de créer des incertitudes, mais ce n'est pas une raison pour qu'elles restent impensées. En fait, le fait de créer des incertitudes, c'est quelque chose comme si ça n'existait pas parce que ce n'est pas mesurable. Alors qu'on a d'autres outils, l'intelligence humaine, la capacité d'anticipation, c'est quelque chose qui nous est propre et qu'on est capable de faire. Et donc, je pense que c'est un des défis de l'éthique by design aussi, on l'a dit, c'est pas évident, on ne peut pas connaître les impacts sociaux tant que ça n'a pas été largement diffusé et utilisé. On peut anticiper un minimum en amont et on peut aussi prévoir ce que certains appellent la réversibilité technologique, de pouvoir, justement, une fois qu'une innovation est lancée, pouvoir revenir en arrière, faire des correctifs. Donc il faut penser cette souplesse, cette modularité de la technologie. Ça, ça devrait être un devoir civique des concepteurs et des entrepreneurs de l'innovation.
Alors Zona Zarik, c'est passionnant, hein, mais on est obligé de respecter parce que sinon le gong va sonner tout à l'heure. Zona Zarik, trouver sa place, c'est faire société. Pour cela, il faut un récit commun, un récit partagé qui donne à chacun sa place dans le jeu social et qui l'inscrive dans une cohérence, dans une continuité. Mais vous dites que le numérique abolit cette fonction indispensable justement à la cohérence de nos sociétés. Pourquoi ? Oui, je dirais paradoxalement tout d'abord parce qu'en multipliant les mises en lien et les différents supports, en fait le numérique éblouit par cette diversité, mais manque de cohérence et de stabilité en parlant des générations futures, aussi du pouvoir de se projeter au long terme. Donc voilà une reproche que je dirais qui, selon moi, est à faire aujourd'hui, et surtout à l'homme et à l'usage que l'on fait du numérique, parce qu'il y a évidemment une très forte mise en scène de l'ego ou de divertissement simple, au lieu d'utiliser le numérique comme un outil, comme un pouvoir, un outil politique. Qui permettrait davantage de mise en relation et de possibilité de trouver sa place, pour reprendre l'intitulé de notre journée. Et comme disait, parce que ce sont aussi des digressions philosophiques qu'on fait aujourd'hui pour vous, pour reprendre un philosophe qui m'est très cher, Paul Ricoeur, qui, dans son livre Soi-même comme un autre, parler de l'identité narrative et de ce besoin fondamental de l'être humain de se raconter la vie, de raconter des histoires pour comprendre quel type de l'animal il est, pour reprendre ces mots. Et donc ce récit permet une sorte de continuum, et l'a toujours fait à travers des communautés originaires de la nation. Et aujourd'hui, je me demande juste comment on ferait pour réunir tous ces différents... Effectivement, on est aujourd'hui dans la multiplication des récits de soi avec les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est pas aussi d'une nouvelle forme de récit dont on aurait besoin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit émerger de tout ça? Cyril Dion en parlait l'autre jour sur France Inter. Une nouvelle forme de récit, peut-être en utilisant aussi les technologies, les interfaces, des systèmes cognitifs différents, j'en sais rien, hein, je lance des pistes, mais est-ce qu'il n'y a pas globalement une nouvelle forme de récit à trouver, comme la Renaissance d'ailleurs avait trouvé la perspective, etc., qui amenait une autre manière de représentation du monde? Bah oui, je dirais que c'est la seule chose qui manque aujourd'hui. Comme on a dépassé les frontières imaginaires et réelles de la nation avec les nouvelles technologies, on peut voir, on peut contacter n'importe qui aujourd'hui. Qui jouera le rôle que le discours, le récit de la nation, l'imaginaire aussi de la nation qui a été toujours mobilisé? Est-ce qu'on aura besoin de mobiliser une autre appartenance aujourd'hui, comme nous sommes tous en contact et on peut se voir? Donc mes recherches portent sur cette idée de mobiliser une appartenance première qui est à l'espèce humaine, de cette chose qu'on a en commun qui est notre vulnérabilité et mortalité, la mort, et de se dire... Parce qu'aujourd'hui, nos obligations, nos droits et devoirs dépassent largement l'imaginaire de la nation. On peut voir l'autre distant, qui est déjà de se poser la question, qui est l'autre, qui est vraiment l'inconnu à l'époque du numérique. Est-ce qu'on peut mobiliser une conscience, une appartenance partagée à l'espèce humaine, une sorte de cosmopolitisme moral avec le numérique? Est-ce que ça serait le fil conducteur, le grand récit manquant en numérique, pour permettre de rappeler que c'est surtout un outil, un pouvoir politique important? Le récit des récits qui permettrait de favoriser l'altérité entre les humains. Alors, pour trouver sa place dans la société numérique, encore faut-il être formé à ces nouveaux outils. Je rappelle qu'une étude récente, je crois de l'OCDE, disait que en gros 5% des personnes aujourd'hui sont à l'aise réellement avec les environnements numériques. Hein, donc il y a encore du boulot. Et à cette fracture numérique s'en ajoute une autre qui est plus insidieuse, dont vous m'avez parlé, qui est celle des règles invisibles de la société, les codes, le plafond de verre, la reproduction sociale, etc. Je vais donner un exemple. Quand le maire de Sevran a démissionné récemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a parlé, moi ça m'a frappé, il a parlé d'une jeunesse qui est hyper connectée sur son territoire, qui est pleine d'énergie, qui est pleine d'envie, qui est pleine de projets, qui a envie. Véritablement, on retrouve un peu le souffle des personnes qui sont ici et de ce forum, mais pourtant, elles restent coupées de la société, on ne leur donne pas leur place
Donc c'est une double fracture en réalité, entre la fracture numérique, les outils, c'est anthropologique, et la fracture des codes invisibles de la société. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots sur cette deuxième fracture? Oui, il a utilisé notamment aussi le mot cosmopolite quand il parlait de ces jeunes. Il disait que ce sont des jeunes hyper connectés déjà. Donc, pour faire vite, malgré le fait qu'il y a une grande diversité, que ce sont des jeunes capables et hyper connectés, il manque la connexion avec les institutions. Et c'est là où je vois tout le problème, encore une fois, avec le numérique. Malgré toutes les différentes possibilités de se réunir dans cet espace-temps digital, le vrai lien avec l'institution est ce qui manque, les vrais lieux de proximité. Et pour rappeler encore d'un philosophe très important, peut-être pour penser la proximité, qui est Emmanuel Levinas, il disait que le sens absolu de la proximité est l'humanité. Et quand on est coupé de cette proximité avec l'autre homme, on est dans une situation d'isolement, d'une reproduction de futur, de possible. On voit toujours un blocage qui détruit l'individu. Quand on isole, on détruit. Hein, c'est ce que nous apprend l'agriculture intensive, par exemple, mais c'est valable pour les humains. Alors, on va terminer avec une citation de Michel Foucault que vous avez mise sur votre site internet, qui est très très belle. Et en fait, bon, je vais la lire et je vais vous demander de répondre à une question, toutes les trois, la même question, si vous le voulez bien. Donc, je cite Michel Foucault. « Il y a longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui est précisément visible, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, si immédiat, si intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. » Zona Zarik, qu'est-ce qui est si proche de nous que nous ne percevons pas selon vous? Je dirais tout simplement l'interdépendance, qu'on ne peut pas, qu'il n'existe pas l'individu autonome indépendant des autres. C'est Joël de Ronet qui va être content. C'est à moi, pardon. Donc un peu comme Zona, je dirais ce qui nous lie, hein, la beauté énigmatique de ce qui nous lie. Et justement, la grandeur de la Renaissance, c'est d'avoir compris qu'il fallait s'ouvrir au monde et à l'autre pour gagner le chemin vers soi. Merci. Moi, je dirais que c'est l'enfance de Nietzsche. L'enfant qui n'est pas ce qui est derrière nous, mais ce vers quoi on devrait tendre. C'est pas une régression. L'enfant, c'est un éveil, c'est un nouveau commencement, c'est une capacité d'émerveillement, d'apprentissage et de pouvoir créer de nouvelles valeurs. Merci beaucoup. Et moi, je dirais en petite conclusion personnelle, je citerai Etty Hillesum, qui nous donne, je crois, une magnifique clé pour trouver sa place. Elle dit « On est partout chez soi. Partout où s'étend le ciel, on est chez soi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi, lorsqu'on porte tout en soi. » Merci.